Bonjour à toutes et à tous. Je vais passer la parole à Madame Demont, qui est vice-présidente à l'Université de Strasbourg, qui s'occupe des questions à la fois RH, mais aussi, et beaucoup aussi, des questions liées à la diversité, aux thématiques du handicap. Je dois dire que c'est vraiment un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous pour l'ouverture de ce symposium. Est-ce que l'accessibilité est suffisante pour permettre l'inclusion ? Au-delà des politiques publiques, l'inclusion relève également d'actions citoyennes. Il nous faut effectivement encore faire évoluer les représentations, encore changer notre regard sur le handicap, reconnaître les personnes comme des personnes ayant les mêmes désirs, les mêmes besoins, des désirs de connaissance, de formation, des désirs de loisirs, de tourisme, de culture, des désirs d'une vie affective et sexuelle. Et les recherches foisonnent à l'Université de Strasbourg sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons écouter maintenant Madame Marie-Dominique Dressé. Oui, je m'associe à vous en tant que vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des solidarités et particulièrement de l'aspect réglementaire, mais parfois volontariste aussi, sur la question de l'intégration. Alors moi j'ai envie de dire qu'il y a deux dates qui ont marqué particulièrement le territoire. C'était en 1990, la première charte ville handicap. C'est resté un cadre de référence pendant 20 ans. La deuxième date, c'est l'arrivée du tram. L'arrivée du tram a posé tout à fait différemment la question de la mobilité et des déplacements dans l'espace public à l'échelle de la métropole. Non, le handicap n'est pas une charge, c'est une chance, j'ai envie de dire. Et il pose surtout la question de l'émancipation, de l'autonomie, de l'égalité des personnes. Et nous avions surtout la conviction qu'il y a vraiment nécessité à repenser toute l'organisation sociale et à adapter la société pour que les freins soient levés, les barrières soient levées et que les personnes donc en situation de handicap puissent être associées car leur expertise d'usage, je l'ai dit déjà, est garante de la réussite de cette insertion du handicap dans les politiques publiques. L'Eurométropole est dans des missions réglementaires aussi, elle doit rendre des comptes régulièrement par le biais de l'animation d'une commission intercommunale pour l'accessibilité qui inclut également la question du vieillissement de la population. C'est moi qui la préside. Sa mission réglementaire première est de dresser le constat d'état d'accessibilité régulièrement au niveau du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, des transports. Et c'est un outil qui nous permet de travailler à la co-construction finalement d'une ville où il est aisé de se déplacer, de vivre. Donc cette commission contribue ainsi à la vitalité de la ville et même à celle de tous les habitants et de l'accès à leurs droits. Je vous remercie. Merci. Donc nous écoutons Madame Chadli, qui à la ville de Strasbourg s'occupe des questions de handicap. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais simplement vous présenter ce que travaille la ville de Strasbourg. Donc pour rendre notre ville plus inclusive et adaptée à toutes et à tous, nous avons réactivé en 2024 un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices du handicap qui avait été créé en 2004 pour que l'inclusion des personnes en situation de handicap soit l'affaire de toutes les politiques publiques. Cette démarche est d'autant plus inclusive que les questions de mobilité, d'accessibilité au sens large du terme, concernent également d'autres publics que les personnes en situation de handicap. Les personnes en perte d'autonomie due à l'âge, les personnes empêchées temporairement ou avec un enfant en bas âge. Donc la commission Ville Handicap, instance multipartenariale que je préside, a été mise en place en 2021 à l'échelle de la municipalité. Et il en est ressorti 3 thèmes. C'était l'accessibilité au sport, l'accessibilité à la culture et l'accessibilité dans les écoles de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg. Nous avons besoin des expertises de chacune et de chacun pour mener à bien ces politiques publiques et pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Merci. Je passe la parole sans plus tarder à Madame Florence Benoît-Romer, qui est professeure d'université émérite, qui est l'ancienne présidente de l'université Robert Schuman et qui travaille encore beaucoup à l'échelle européenne sur les questions à la fois de droits fondamentaux, de droits des minorités.
Merci, à toi Florence. Merci beaucoup. Je suis juriste et je pense que le sujet qui m'est imparti est extrêmement important parce que ces législations européennes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont elles qui encadrent les législations nationales. Alors, avant de traiter du droit européen, il me faut partir de la Convention de l'ONU sur les personnes handicapées, qui est le premier instrument international à avoir été adopté en la matière. Elle a été adoptée en 2006, c'est relativement récent, hein. Elle est entrée en vigueur en 2009. Cette convention au niveau de l'ONU influence, elle, les législations au niveau européen et influence également les législations nationales. Elle a marqué un changement de paradigme, puisque grâce à elle, les approches traditionnelles, fondées sur la charité, sur la médecine, sur la solidarité à l'égard des personnes en situation de handicap, ont été remplacées par des approches fondées sur l'inclusion des personnes handicapées et surtout sur leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes. Et le Conseil de l'Europe, qui a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a une vocation essentiellement politique. Cette convention, elle va inspirer les travaux du Conseil de l'Europe. Mais mieux encore, l'Union européenne, en tant qu'organisation européenne, a elle-même ratifié cette convention onusienne. Alors, quelles sont les normes qui valent pour les personnes en situation de handicap ? Eh bien, il y a 2 conventions qui me semblent essentielles, comme par exemple le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, c'est important, l'interdiction du travail forcé, le respect de la vie privée et familiale, le droit à un procès équitable, la liberté d'expression, etc., etc. Il y a une deuxième convention sur laquelle je voudrais insister, c'est la Charte sociale européenne, qui garantit à toute personne, là encore, y compris aux handicapés, sur un pied d'égalité, des droits sociaux. Et enfin, l'Union a développé une stratégie, la deuxième stratégie qu'elle développe, qui couvre 10 années, les années 2021, 2030 ou 2020-2030, pour inciter les États membres à améliorer, à se donner un exemple d'abord, et inciter les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour enfin que les personnes handicapées soient protégées. Nous allons y retourner avec la première intervention qui est faite par M. Frédéric Reichart, qui est professeur à l'INCI à Suresnes. C'est l'Institut national sur l'éducation et l'école inclusive. C'est pour la France en tant qu'un des meilleurs spécialistes des questions d'accessibilité. Voilà, merci beaucoup. Le titre de ce symposium, c'est l'accessibilité des politiques publiques aux actions citoyennes. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on passe finalement de l'accessibilité des politiques publiques à l'accessibilité sur le terrain. On remarque d'abord qu'il y a eu des programmes, différents programmes qui vont se mettre en place en faveur de l'accès au marché de l'emploi. On a commencé en 1974 avec différents programmes d'action qui ont été mis en place pour faciliter ce qu'on appelait à l'époque la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La vraie rupture, elle apparaît finalement en 2003. On n'est plus sur des mesures, on est sur un plan d'action. Donc ça veut dire que là, il y a effectivement du coup quelque chose qui s'élabore avec un objectif et avec du coup des déclinaisons, une manière d'être mise en œuvre. Donc c'est quelque chose de plus réfléchi. Ce plan d'action qui s'appelle Égalité des chances pour les personnes handicapées, il dure 7 ans. Il y a 3 objectifs. C'est un petit peu continuer, parachever cette logique un petit peu d'insertion pro des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Le deuxième objectif, c'est finalement de parvenir à ce que les politiques européennes intègrent la question du handicap dans leurs différents instruments.
Et puis le troisième point, c'est promouvoir l'accessibilité pour tous. Donc là, on y est. On a effectivement le terme d'accessibilité qui est clairement affiché comme un objectif où il faut effectivement que l'accessibilité pour tous devienne une réalité. L'idée, c'est de faciliter le quotidien des personnes handicapées en leur permettant d'accéder plus facilement à des produits et des services et à un tarif plus compétitif. Ça veut dire que sont concernés par cette accessibilité les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, les terminaux en libre service, les services permettant l'accès aux services médias audiovisuels, les services de transport de passagers aériens, ferroviaires, maritimes et autres, les services bancaires pour les consommateurs, les smartphones, les tablettes, les services de téléphonie, les livres numériques et les logiciels spécialisés, le commerce en ligne. Vous voyez, donc pour moi, on est vraiment sur cette question de la technologie, de la consommation, de biens et de services numériques qui renvoient aussi à cette dimension de la communication et de l'information. Et avant de passer la main à Yann pour la suite, du coup, moi la métaphore que j'utilise beaucoup, c'est celle de la partition de musique. Et ça me fait penser à ça parce que je me dis, aujourd'hui on a une partition, globalement on sait ce qu'on doit faire pour l'accessibilité. La question c'est qui est l'orchestre ? C'est-à-dire est-ce qu'on a un orchestre ? De quoi se compose l'orchestre ? Et il y a différents types d'orchestres. Il peut y avoir une grande fanfare, il peut y avoir un orchestre de village, il peut y avoir l'orchestre municipal de Strasbourg ou symphonique. Et du coup, on va jouer la partition avec différents musiciens. Vous voyez, la question, c'est effectivement de quel musicien on dispose. Voilà. Et ensuite, autre question, c'est qui est le chef d'orchestre. Et du coup, je passe le relais à Yann, donc Yann Jondeau, qui va se présenter, ce sera plus simple. Bonjour à tous, c'est d'abord un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai tellement de choses à vous dire que en fait, je vais un petit peu mettre les choses de ma manière à moi. Moi, je suis venu chez vous, venez un petit peu chez nous. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai eu cette fameuse pause, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Je ne pouvais pas y aller parce que je ne savais pas où elles étaient. Vraiment, j'ai eu aucun problème, mais à partir du moment où j'ai ouvert la porte, je me suis dit... Heureusement que tu es là, Valentine, parce qu'autrement, je ne sais pas du tout où je vais aller, ce que je vais faire et comment ça va se passer. Alors que vous avez tous les supports qu'il faut pour faire quelque chose avec une intelligence fonctionnelle. Après, la loi de 2005 met en avant l'égalité de chance. L'égalité de chance, pour moi, c'est quelque chose qui est trop dans mon quotidien. Je suis toujours à me dire chance, malchance. Si je dois avoir un emploi, est-ce que j'aurai la chance d'avoir quelqu'un de complaisant ? Est-ce que j'aurai la chance de ne pas avoir de marche ? Non, maintenant il faut travailler sur l'égalité de réussite. Ça veut dire que ça nous valorise aussi par rapport à notre personne. Notre différence, on n'a pas envie qu'on la gomme, au contraire, on a envie de la valoriser, de la montrer. Et puis justement, je ne sais pas, pour un chef d'entreprise, vous savez que nous, l'identité sociale, l'identité d'emploi est importante. Ce qui est important, c'est d'avoir l'accès à tout, comme vous. Sachez juste qu'aujourd'hui, on est 12 millions de personnes en situation de handicap. On n'est pas 12 millions de personnes en situation de handicap. Il y a à peu près 12 millions de familles avec une personne en situation de handicap. Est-ce que demain, toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou pas, parce que du coup, on est ou pas, donc ça fait que tout le monde puisse avoir la même chance de réussite. Et je trouve que c'est très motivant. Si on ne garde pas la notion humaine dans notre action, on ne fera jamais une accessibilité en France. Il faut qu'on garde l'humain dans nos actions. L'humain, il est super important. J'aimerais qu'on reste effectivement sur cette dernière phrase. Effectivement, je pense qu'il faut être sur l'humain. Il ne faut pas oublier l'humain. Merci beaucoup pour ces exemples et ces belles illustrations. Et on va un petit peu aller voir ce qui se passe en Belgique. Donc, je vais laisser la parole à Michel Mercier pour la suite. Merci Frédéric. Donc le point de vue que AG m'a demandé de prendre et que j'ai pris, c'était d'envisager les enjeux idéologiques, les enjeux psychosociaux et économiques de politique en Belgique. Et donc, je me situe à la fois comme économiste et comme psychologue, c'est-à-dire voir les enjeux de représentation sociale liés aux politiques menées et les enjeux économiques, parce qu'on est dans une idéologie absolument néolibérale, y compris dans le travail à l'égard des personnes
situation de handicap. Alors, j'aborderai la question en 4 points. 1. L'évolution des politiques sociales en matière de handicap dans la Belgique qui s'est fédéralisée et régionalisée. 2. Un exemple d'intégration et d'insertion sur le marché du travail. Et donc, cet enjeu idéologique, j'essaie de le mettre en évidence. 3. Alors, comment dépasser ces excès, finalement, de manque d'inclusion, d'insertion et d'intégration par la théorie des capacités d'Amartya Sen, qui a été prix Nobel de l'économie. Et enfin, comment reprendre tout ça dans les disability studies qui veulent prendre en compte la dimension politique. C'est vrai que les recherches universitaires doivent tenir compte des revendications du monde associatif et le font pas assez. En 1994, la Belgique a été régionalisée, donc le Fonds 81 qui faisait partie de la Constitution a été supprimé et la régionalisation a mené finalement à des changements de politique. En 1994 aussi a été créé le Comité wallon des personnes handicapées, le CWPH, qu'on m'avait demandé de présider à l'époque, le Comité wallon des personnes handicapées, où la parole était donc donnée aux représentants des associations et en vue de mettre en œuvre la politique régionalisée en matière de handicap. Et ça a été la création de la WIP, de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Et on n'est plus alors dans l'idéologie de la mise au travail uniquement, mais dans l'intégration sociale. Et plus tard, alors en 2013, aura lieu la création de la VIC, l'Agence pour une vie de qualité, qui dépassait largement les orientations de simplement mise au travail et d'hébergement, mais replacer la politique du handicap dans l'ensemble de la politique sociale et d'insertion de l'ensemble de la population en Belgique, et donc dans les différentes régions wallonnes, néerlandophones et bruxelloises. Il s'agit de mettre en œuvre les compétences par des facteurs de conversion. Je donne des exemples rapidement. Par exemple, on peut dire que les personnes en situation de déficience intellectuelle doivent voter. Elles peuvent voter en Belgique. Mais si on ne met pas en place des moyens pour les former, les sensibiliser, leur faire comprendre les enjeux des élections qu'on aura bientôt, d'ailleurs au mois de juin, eh bien, ça ne sert à rien de dire qu'elles ont le droit de vote. Donc, il faut développer dans un environnement capacitant des facteurs de conversion qui les rendent capables de voter en tout état de cause avec les éléments nécessaires pour exercer leur citoyenneté. Les recherches dans le champ du handicap peuvent être partielles, peuvent être partisanes, comme sont partisanes toutes les recherches universitaires. Il n'y a pas de neutralité, finalement. Si les recherches sont pratiquées par les personnes qui ne sont pas handicapées, eh bien, elles sont partisanes comme porteuses de non-handicap. Si les recherches sont portées par les personnes en situation de handicap, elles sont partisanes. Et il suffit finalement de jouer sur les rapports entre valides et personnes handicapées dans les champs des recherches. Et je crois que Agé Lomo et Frédéric vont tout à fait dans ce sens-là, en favorisant certaines orientations de recherche. Donc, en définitive, il faut développer des perspectives d'environnement capacitant et de mise en œuvre des capacités. 2, il s'agit de développer des recherches où les personnes en situation de handicap et où les associations représentatives sont partie prenante des programmes de recherche. 3, il faut développer les capacités, les environnements capacitants pour favoriser de véritables inclusions. On est dans le mouvement de la colonisation. En effet, trop longtemps, les colonisateurs ont cru apporter la civilisation aux populations colonisées
en leur imposant leur propre culture. Eh bien, dans le champ du handicap et de la politique en faveur des personnes handicapées, on va souvent dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire la politique sociale, l'inclusion est à la politique sociale, ce que la civilisation a été trop longtemps aux politiques coloniales. Je vous remercie. On va revenir en France, on va avec Antoine Roy, qui est directeur du département vie sociale et habitat de l'APD Alsace, qui va nous parler effectivement de l'institution spécialisée et puis effectivement de la manière dont il s'inscrit à la construction d'une société inclusive. Oui, donc merci. Donc bonjour. Alors ce sera un propos vachement moins élevé que la plupart des personnes, puisque c'est vraiment sur une logique de parcours. Je ne suis pas chercheur. Alors je suis psychologue, j'ai exercé en tant que psychologue en établissement pendant une dizaine d'années avant d'être très très frustré par la position du psychologue qui n'exerce pas de pouvoir et donc de chercher l'exercice de ce pouvoir sur les gens en tant que directeur. Oui, mes pulsions sadiques s'expriment régulièrement, mais j'essaye de me maîtriser. Donc un propos qui est vraiment sur l'expérience de terrain. J'ai pas de PowerPoint, mais j'ai quand même essayé de faire ça de manière intelligente. J'espère que vous verrez à quel point je le suis, même si je manque de culture. Ouais, je me lance des fleurs avant que vous ne le fassiez pas. Donc, par exemple, sur les politiques publiques, on sent bien qu'on est sous influence de ces politiques publiques sur le terrain. On connaît les textes de loi. On a du mal à mesurer à quel point nous les influençons. Je sais qu'on a cet exemple un petit peu de comment eux, ils vont avoir. On cherche à dire les politiques publiques, il faut qu'elles aient un impact sur le terrain, il faut qu'il y ait cette transmission qui se fasse. On sent bien aussi qu'il y a quand même pas mal d'idées des politiques publiques qui viennent du terrain, du militantisme des associations et des citoyens. Parce que, mine de rien, on sait bien que nos politiques ne se bougent pas tant qu'on leur a pas dit qu'il fallait le faire. Pour tout ce qui est la question des lois qui sont peut-être un peu vieillottes, effectivement, on peut se dire que sur le terrain, on s'en saisit et on essaye de les faire avancer de manière constructive et cohérente avec l'humain. Et je suis très sensible à ce que vous avez dit sur l'humain, parce que c'est vraiment quand on va se référer à cette notion et quand on va essayer de faire preuve d'une forme d'intelligence, plutôt que de se référer à des textes, aussi bien faites qu'elles soient, les bonnes pratiques, les recommandations de bonnes pratiques, ne sont rien si on ne s'inscrit pas dans une réflexion éthique et humaine. Moi, dans mon vécu professionnel, on m'a toujours dit qu'il faut trouver l'équilibre entre protection et autonomie des personnes. Donc je travaille dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap intellectuel au sein d'une association du mouvement parental. Donc tout ça, c'est un contexte qui fait que j'ai retrouvé au sein des établissements la nécessité, en premier, de protéger les personnes. Et alors, je ne parle pas de protéger en termes de protection des droits, comme vous l'avez évoqué dans votre intervention, mais vraiment en termes de protection physique, de protection psychologique, de protection physiologique, de protection à tous ces niveaux. Mais la protection, elle vient en opposition complète avec l'autonomie, puisqu'on va protéger les gens malgré eux. Si on nous demande à nous de les protéger, c'est parce qu'on part du principe qu'ils ne sont pas en capacité de se protéger eux-mêmes. Et là, déjà, il y a un paradigme qui est très problématique dans ce qui m'a été présenté au fur et à mesure de mon parcours. Voilà. Donc, il y a ce paradoxe-là qui s'exprime parce que, par exemple, on va en parler après, il y a des choses qui sont incompatibles, c'est-à-dire qu'il faudrait les protéger aussi des conséquences de leurs actes. Il y a un domaine qui nous a permis d'avancer sur cette question, et je crois qu'on en parle cet après-midi en atelier, c'est le domaine de la vie intime, affective et sexuelle, où il y a vraiment des libertés fondamentales qui ont été mises en œuvre. Je trouve que sur le terrain, on a beaucoup avancé, et que cette liberté, elle est exercée. Le droit à l'intimité est exercé dans beaucoup d'institutions. Je ne dis pas que c'est bien partout, je vous dis qu'aujourd'hui, dans mon vécu professionnel, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus positif qu'avant, puisque maintenant, on est confronté à la solitude. Donc tous les obstacles légaux sont levés, les gens ont droit à des espaces d'intimité. Maintenant la difficulté c'est faire des rencontres. Voilà, donc je dis pas que c'est la panacée, je dis juste que c'est une problématique qui est plus positive qu'avant, puisqu'on n'est plus dans un interdit, on est dans maintenant c'est la merde, il faut générer des soirées, aller faire des trucs, aller en boîte, et ça devient beaucoup plus sympathique à gérer. Pas plus simple, mais au moins c'est plus motivant. Mais en revanche, sur la question de la liberté d'aller et venir, on n'est vraiment pas au top dans les institutions. Moi, on me questionne toujours sur le fait que, effectivement, n'importe qui peut sortir n'importe quand des établissements. Donc, notamment, je suis directeur dans un foyer d'accueil spécialisé qui accueille peu de monde. Il y a 15 personnes en internat, 10 personnes en accueil de jour. Rien n'est fermé. Et quand je fais une réunion de pré-accueil pour quelqu'un, donc pré-accueil, sachant qu'on n'a pas de place, on va en revenir sur les budgets, sur les politiques publiques, sur l'argent qui devrait venir avec. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent, qu'on me dise qu'on choisit de ne pas aller chercher l'argent là où il est pour ne pas le mettre là où il faudrait le mettre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est choquant pour beaucoup de parents qui accompagnent leur enfant, c'est de dire, mais en fait, nous, on ne s'opposera pas à ce qu'ils sortent.
Donc non seulement c'est pas fermé à clé, mais en plus quand on dit si la personne souhaite partir, on ne va pas la retenir, on va lui expliquer des choses, mais on ne va pas la retenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très compliqué à intégrer, et je le comprends. Les parents qui arrivent, ils connaissent leur enfant, ils connaissent le parcours de leur enfant, et ils savent très bien qu'il peut se mettre en danger à l'extérieur. Donc ce dialogue-là existe autour de la liberté d'aller et venir, mais de fait, on attend de l'institution de restreindre la liberté d'aller et venir des personnes. Il y a aussi quelque chose auquel je suis confronté régulièrement, c'est les conséquences légales des actes des personnes. C'est-à-dire que c'est choquant pour des parents, pour des accompagnants, même pour des administrateurs et pour des professionnels, que quand un résident tape quelqu'un d'autre, on rappelle à la victime qu'elle a le droit de porter plainte. C'est encore plus choquant quand la victime va vraiment porter plainte et quand la gendarmerie débarque dans l'institution. Néanmoins, c'est une conséquence normale. Alors après, dans les faits, ça n'arrive pas tous les jours. Alors ça arrive très régulièrement qu'il y ait des violences, de l'agressivité, mais que la police intervienne dans la structure, c'est plus rare. Mais ça reste un enjeu où mes administrateurs sont assez opposés à ce qu'on met en place et me rappellent qu'on aurait pu régler ça entre nous. Alors ce qui est très choquant, c'est qu'on aurait pu régler ça entre nous en cas de coups et blessures, mais également en cas de viol. Ça m'est arrivé qu'on me le retourne, franchement, ouais, j'entends le « oh putain ». Ouais, je suis d'accord, mais voilà, on aurait pu régler ça entre nous en premier. Maintenant, comment on fait avec tout ça ? Pour moi, l'institution, elle fait tiers entre la personne et son entourage, pour faire valoir ses droits. Donc je sais que ce n'est pas le rôle premier de l'institution, normalement ça c'est le rôle du représentant légal qui est censé garantir l'exercice des droits, mais dans la mesure où ce n'est pas le cas, on avance en disant, nous en tant que professionnels, on va rappeler que c'est la personne qui décide pour elle-même, malgré une déficience intellectuelle. Je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre un parcours de vie réussi et une intelligence supérieure. Pareil, il n'y a pas d'obstacle au choix des individus, on n'a pas à les protéger des conséquences. Si quelqu'un nous dit qu'il veut passer le permis de conduire, il n'y a pas de problème. On l'accompagne jusqu'à l'auto-école, on l'accompagne dans les démarches et on lui permet de se confronter tout simplement à ce qui va se passer, mais c'est jamais l'accompagnant qui va dire non à la personne. Juste faire ses choix, être autodéterminé, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Vous, moi, on a des contraintes, on rencontre des limites, on a des réussites et des échecs. C'est la même chose pour tout un chacun. Même si, dans le cadre de la personne qui présente une déficience intellectuelle, je trouve qu'il y a une représentation dans la société qui est très du côté de l'enfant et très du côté de l'incapacité, du présupposé d'incapacité et d'incompétence. Si on balaye ça, vraiment, on se rend compte qu'en accompagnant les gens, ils montent en compétence par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et dans leur connaissance de leur situation et dans l'auto-évaluation de leur situation. Et voilà. La conclusion, c'est que c'est vraiment nécessaire de réfléchir sur les zones de pouvoir de chacun. Merci beaucoup à Antoine pour ce mot de la fin. On va finir effectivement cette matinée avec Marc-Gilles Peter qui va nous parler des politiques d'accessibilité au sein de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg. Je suis rentré à la communauté urbaine de Strasbourg en 1987 et j'ai eu la chance d'être nommé ingénieur des aménagements de surface dans le cadre du tramway de Strasbourg en 1992. L'élément déclencheur, je dirais, sur l'accessibilité sur Strasbourg, c'était effectivement la construction de cette première ligne de tramway. 92, au niveau réglementation française, il n'y avait pas grand-chose en texte, j'allais dire, il n'y avait rien du tout. Donc à partir de là, au niveau de l'accessibilité, comment on va travailler, quand on va faire une ligne tramway, on va construire des solutions pour les personnes handicapées en se disant le jour où la réglementation nous rattrapera, on mettra les aménagements futurs aux normes selon la nouvelle réglementation, ou peut-être que nos aménagements serviront d'inspiration pour les réglementations qui suivront. Alors pour petit exemple, le premier texte de référence qui est sorti sur le handicap, c'est le 15 janvier 2007. Voilà, juste pour vous dire 15 ans après. Donc on a développé des solutions. Alors sur la photo, on voit une personne aveugle que je tiens au bras et on se dirige sur un chemin piéton cycliste. Et il y a un arbre qui a été conservé dans le cheminement, ce qui fait que si on n'est pas attentif, on peut se cogner avec la tête sur une des branches qui dépasse de l'arbre. Alors, des solutions très simples, c'est marquer le contournement de l'arbre avec un pavé, avec un léger ressaut. C'est tout bête. Et ce que j'avais demandé un petit peu aux espaces verts aussi, c'est peut-être mettre une bande blanche sur la branche qui dépassait. Aujourd'hui, le problème est résolu, ils ont abattu l'arbre. Mais on est 20 ans après. Voilà. Peut-être que quelqu'un s'est cogné trop durement à la branche. Voilà. Alors, dans les solutions,
que je développe ou qu'on a développé un petit peu en interne, je me dis toujours, si j'inverse l'angle d'attaque, il nous arrive tous, enfin au moins beaucoup d'entre nous, de cheminer en tant que piéton en regardant notre smartphone et être un petit peu déconnecté de l'environnement urbain. Alors, ça s'appelle un zombie. C'est un zombie qui utilise un smartphone. Et je me dis, en inversant la chose, c'est que finalement, là, quand nous sommes des zombies, nous sommes vraiment en situation de handicap. Donc finalement, on va se mettre au niveau d'une personne aveugle et bénéficier du dispositif qui était réfléchi initialement pour une personne aveugle et qui finalement risque de sauver des vies aux zombies qui ne font pas gaffe au niveau des traversées piétonnes. Et le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est ce qu'on appelle le confort d'usage ou la qualité d'usage. C'est-à-dire que ce qui est fait pour les personnes handicapées et qu'on nomme finalement accessibilité, c'est quelque chose qui va augmenter la qualité d'usage de l'ensemble des bénéficiaires. L'accessibilité d'un tramway à plancher bas intégral joue énormément sur la vitesse commerciale d'un tramway. Vous entrez de plein pied, vous rentrez rapidement et vous ressortez rapidement, nous tous. La CTS à la fin gagne du temps au niveau de l'exploitation. Et le temps pour CTS, c'est du matériel roulant moins en ligne, moins de chauffeurs de tramway, et il y a un aspect économique. Alors finalement, on peut attaquer sur la partie, on a fait quelque chose d'accessible, mais derrière, ça vaut le coup de le faire au niveau l'investissement est vite récupéré, ça, sans problème. Une étude qui avait été faite sur le métro de Londres, où effectivement, quand il avait été accessible, ça avait pu augmenter la fréquence de passage de rames, et ça avait du coup augmenté le nombre de passagers qui pouvaient être transportés par jour. Ouais. Alors, il s'est fait dire un petit peu tard, je vous dois de conclure la journée. Et je vous rappelle simplement aussi, alors l'action qu'on mène avec la page, c'est aussi une action qui est à la fois de sensibiliser aux questions de handicap, de travailler de manière très pointue sur les questions de handicap, et notamment les questions par exemple liées à la vie affective et sexuelle, on les travaille à la page. Les questions liées aussi à l'accès aux soins, on les travaille à la page. Donc s'il y a certains qui veulent nous rejoindre dans le moment, là je sors de ma casquette d'universitaire. Et pourquoi j'évoque la page aussi, c'est parce que ça nous permet de réfléchir ici aux questions de handicap en tant que construction socio-culturelle, de voir un peu le travail dessus. Quand j'évoque la construction socio-culturelle, il ne faut pas uniquement le voir en tant qu'élément où des cultures différentes se rencontrent, mais c'est aussi des cultures professionnelles qui se rencontrent aussi et qui changent. Et si on avance un petit peu, je vais juste montrer la dernière diapositive, il y en a deux que je vais vous montrer quand même, qui permet de retravailler sur la question des environnements, travailler la question de la personne dans sa vie de tous les jours et ses habitudes de vie, et puis ensuite maintenant, voir comment c'est décliné en termes de politique internationale, voir ensuite comment c'est recentré dans les politiques nationales, et puis ensuite travailler sur les niveaux qui sont les niveaux plutôt locaux. Mais surtout la question de l'accessibilité, elle soulève une question qui est essentielle, c'est la dimension juridique, l'accès au droit, théorique telle qu'elle est posée, et puis l'action de l'accès réel. Comment je me dépatouille avec ça dans les différents aspects de la vie quotidienne. Pour travailler depuis quelques années sur les situations de handicap, ce n'est pas la question souvent de l'inclusion qui est importante. La question qui est importante pour elle, c'est la question de la reconnaissance sociale. Et cette reconnaissance sociale-là, en retravaillant sur un auteur qui s'appelle Alex Honnête, c'est plutôt ces trois éléments qui sont très simples. À la fois le statut juridique, de reconnaître de cette manière-là, la reconnaissance, une fois qu'on reconnaît le statut juridique, on va reconnaître aussi l'action de la justice sociale et le fait de la reconnaître en tant que partie prenante de la société. Et puis souvent ensuite, lorsqu'on prend honnête aussi, c'est la question de l'amour et du vivre ensemble. Et ces trois éléments-là, de la reconnaissance, permettent ensuite de construire peut-être ce qu'on appelle l'inclusion, parce que l'inclusion, c'est souvent une volonté, quelque chose qui est plutôt aujourd'hui pris comme une injonction normative. Alors que ce que les personnes réclament tous les jours, ce qui apparaît dans le regard des autres, c'est la question du fait qu'on puisse les reconnaître, simplement. Donc je vous remercie encore toutes et tous
pour être resté là jusqu'au bout. Et on espère ensuite avec la page et puis ensuite les laboratoires de recherche de l'université organiser peut-être d'autres sessions qui seront peut-être pour le coup extrêmement centrées sur une thématique plutôt précise et peut-être travailler ensemble sur ces thématiques que nous avons abordées. Voilà, merci à vous et bon retour. Et à très On peut aussi remercier AG Lomo de l'organisation de Non, il faut remercier Daniel Dubois.